Tout a commencé de manière innocente. Je nettoyais la chambre d'amis pour la visite de mon cousin Thomas, qui devait arriver de Lyon la semaine suivante. La chambre se trouvait à l'étage de la maison, à côté de la mienne, et n'avait pas été utilisée depuis des mois. Une épaisse couche de poussière recouvrait les meubles anciens qui avaient appartenu à ma grand-mère. La maison du quartier du Marais à Paris était ancienne. Nous y avions emménagé quand j'avais à peine 10 ans, et maintenant, à 27 ans, je connaissais chaque recoin de cet endroit. Du moins, c'est ce que je croyais. En passant, le chiffon sur la table de chevet en bois sombre, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Un petit trou derrière la lampe de chevet en porcelaine. C'était presque imperceptible, le genre de détail qu'on ne voit que quand on le cherche. Intrigué, je me suis approché et j'ai suivi un petit fil fin qui en sortait, caché entre la plinthe et le mur. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai découvert, encastré dans le cadre de l'étagère, une minuscule caméra noire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ai-je murmuré pour moi-même, sentant un frisson me parcourir l'échine. Qui aurait pu installer une caméra cachée dans notre chambre d'amis? Était-ce l'œuvre de l'ancien propriétaire? Cela n'avait aucun sens. Nous vivions dans cette maison depuis plus de 15 ans. J'ai arraché le petit dispositif et suivi le câble le long du mur, faisant un petit trou dans le plâtre avec un tournevis que j'ai trouvé dans le tiroir du bureau. Le câble serpentait à l'intérieur du mur, jusqu'à ce qu'il semblait être un compartiment caché sous le plancher du placard adjacent. J'ai soulevé une latte de bois et j'ai trouvé une petite boîte métallique avec un dispositif d'enregistrement et une clé USB. La découverte m'a donné le vertige. C'était une violation de l'intimité au sein de ma propre maison, et cela signifiait que quelqu'un de la famille était impliqué. Mon père, Charles, avait toujours été un homme réservé. Il travaillait comme professeur d'histoire à la Sorbonne, était méthodique et traditionnel. Ma mère, Louise, donnait des cours de piano à la maison et occasionnellement au conservatoire municipal. Ma petite sœur, Bérénice, faisait ses études de médecine à Bordeaux. Nous étions une famille ordinaire, sans grand secret, ou du moins, c'est ce que je pensais. Je suis retourné dans ma chambre avec la clé USB à la main, j'ai fermé la porte, et je me suis assis devant mon ordinateur. J'ai inséré le dispositif avec des doigts tremblants, sans savoir exactement à quoi m'attendre. Peut-être que ce n'était qu'un système de sécurité obsolète, une paranoïa de mon père concernant d'éventuelles intrusions, ou peut-être une mauvaise blague. Mais quelque chose au fond de moi me disait qu'il y avait plus que ça. Quelque chose n'allait vraiment pas. La clé USB contenait plusieurs dossiers organisés par date. Le plus récent datait d'à peine 2 semaines. J'ai cliqué dessus et une série de vidéos est apparue à l'écran. J'ai pris une profonde inspiration avant d'ouvrir le premier fichier. Ce que j'ai vu ensuite allait changer pour toujours la façon dont je percevais ma famille. Les premières vidéos semblaient inoffensives. Elles montraient des cousins éloignés et des amis de la famille qui avaient séjourné dans la chambre, défaisant nonchalamment leurs valises, parlant au téléphone, dormant, complètement inconscients de la présence de la caméra. J'ai senti un nœud dans mon estomac, une sensation de profond malaise. C'était comme si je violais moi-même leur vie privée en regardant ces images, même si ce n'était pas moi qui les avais enregistrées. Mon oncle Nicolas et sa femme, ma tante, Régine, sont apparus dans une des vidéos, discutant de problèmes conjugaux dont personne dans la famille n'était au courant. Des amis de la fac de mon père ont été filmés dans une autre, débattant vivement de politique après un barbecue que nous avions organisé dans le jardin. À chaque nouvelle vidéo, je me sentais de plus en plus coupable d'envahir les moments, privé de personnes qui nous faisaient confiance. C'est en arrivant à la 4e vidéo que tout a changé. L'enregistrement datait d'environ 6 mois. Elle montrait mon père entrant dans la chambre tard dans la nuit, alors que tout le monde dormait. Il n'a pas allumé la lumière. Il s'est dirigé directement vers le lit, a soulevé le matelas, et en a retiré un papier plié. Il est resté silencieux un moment comme s'il écoutait quelque chose. Puis il a ouvert le papier et a commencé à murmurer des prières. Mais ce n'étaient pas des prières que je reconnaissais du catholicisme, qu'il avait toujours professé. Elles étaient frénétiques, semblaient anciennes et étaient remplies de noms que je n'avais jamais entendus. J'ai regardé, pétrifié, mon père accomplir ce rituel étrange. Son expression était de pure terreur, les yeux écarquillés, les mains tremblantes. Il ne ressemblait pas à l'homme calme et
rationnel que je connaissais. À ce moment-là, sous la lumière bleutée de la caméra, il était un étranger. J'ai continué à regarder les vidéos suivantes. Mon père répétait ce rituel chaque semaine. Toujours la nuit, toujours seul. Dans certaines vidéos, il apportait des objets, des reliques étranges enveloppées dans un tissu, un crucifix avec des marques que je ne pouvais pas identifier, et une fois même, un petit flacon contenant un liquide rouge qui m'a fait déglutir. Chaque fois, il plaçait l'objet sous le lit, et s'agenouillait à côté murmurant les mêmes mots incompréhensibles. J'ai fermé l'ordinateur après des heures à regarder ces vidéos. Mes mains étaient glacées et tout mon corps tremblait. J'ai regardé par la fenêtre. Le jour se levait déjà. Je devais dormir, mais je savais que je n'y arriverais pas. Pas avec ces images de mon père, cette version de lui que je n'avais jamais connue, gravée dans mon esprit. Quelque chose n'allait vraiment pas dans cette maison, et je devais découvrir ce que c'était. Les jours suivants, je n'ai pas réussi à chasser ces images de ma tête. Mon père, toujours si rationnel, professeur d'université respecté, auteur de livres sur l'histoire de France, se comportant comme un fanatique religieux au milieu de la nuit. L'homme qui m'avait appris à remettre en question les superstitions, à chercher des preuves avant de croire en quelque chose, accomplissait des rituels secrets dans notre propre maison. J'ai commencé à prêter plus d'attention à ses faits et gestes. Au petit déjeuner, j'observais ses mains à la recherche de signes de tremblement. Pendant le dîner, j'analysais son visage en quête d'un indice de cette autre personne que j'avais vue dans les vidéos. Mais il semblait normal. Il discutait de littérature avec ma mère, me posait des questions sur mon travail au cabinet d'architecture, se plaignait des embouteillages sur le périphérique. C'était le même père que toujours, pour autant que je puisse en juger. Une nuit, alors que tout le monde dormait, je suis retourné regarder les vidéos. Il y en avait des dizaines, organisées par date, certaines datant d'années. J'en ai choisi une au hasard, d'il y a environ 3 ans. La vidéo montrait mon père entrant dans la chambre, mais cette fois il n'était pas seul. Ma mère l'accompagnait. Ils portaient tous les deux une vieille boîte en bois avec des inscriptions gravées que je n'ai pas pu identifier. « Tu es sûr que ça doit être ici, Charles ?» demanda ma mère, sa voix tremblant légèrement. « C'est le seul endroit de la maison où son influence n'arrive pas complètement, Louise, » répondit mon père en plaçant la boîte sous le lit. « Les murs ont été préparés quand nous avons construit cette aile. Mon grand-père savait ce qu'il faisait. » Ma mère fit le signe de croix et murmura quelque chose qui ressemblait à une prière. « Et si Antoine le découvre ?» demanda-t-elle, mentionnant mon prénom. « Il ne doit jamais le savoir, » répondit fermement mon père. « Ni lui, ni Bérénice. C'est notre fardeau, pas le leur. » Je suis resté paralysé. Alors ma mère aussi était au courant. Quel que soit le secret, ils étaient tous les deux impliqués. Et ils me protégeaient. De quoi ? J'ai avancé vers des vidéos plus récentes. Dans l'une d'elles, datant d'à peine 2 mois, mon père était agenouillé à côté du lit en pleurs. Il tenait un vieux chapelet dans ses mains et répétait « Il devient plus fort, il s'échappe. S'il vous plaît, aidez-moi à le contenir. Ne le laissez pas atteindre mon fils. » Un frisson me parcourut l'échine. Parlait-il de moi ? Qui était ce « il » que mon père craignait tant ? Dans une autre vidéo, mon père a sorti un vieux livre de sous le matelas. Les pages semblaient jaunies et fragiles. Je l'ai reconnu immédiatement. C'était un livre qui restait toujours enfermé dans la bibliothèque de son bureau, un livre qu'il ne m'avait jamais laissé toucher. « C'est juste un vieux livre de famille », disait-il quand je posais la question. Maintenant, il le feuilletait avec urgence, s'arrêtant sur une page spécifique et lisant à voix basse dans une langue qui ressemblait à du latin, mais avec des mots que je n'avais jamais entendus. Plus je regardais, plus j'étais perturbé. Il y avait des vidéos de lui dessinant des symboles étranges avec de la craie sur le plancher sous le tapis. Des vidéos de lui plaçant de petits sachets d'herbe dans les coins de la pièce. Et le plus étrange, des vidéos de lui parlant, dans le vide comme s'il y avait quelqu'un là que lui seul pouvait voir. Dans l'une des dernières vidéos, datée d'à peine 3 semaines, mon père est entré dans la chambre l'air épuisé. Il s'est assis sur le bord du lit et a parlé directement à l'air. « Je sais que tu m'entends. Je sais que tu essaies de l'atteindre à travers moi. Mais je ne le permettrai pas. Il ne portera pas cette malédiction comme je l'ai portée, comme mon père l'a portée, comme tous les hommes de la famille Mercier l'ont portée depuis que l'arrière-arrière-grand-père Jean-Pierre a fait ce pacte maudit à Lyon. Tu peux me détruire si tu veux, mais lui restera libre.
Je suis resté bouche bée. Malédiction? Pacte? Lion? Mon nom de famille était Mercier, oui, mais je n'avais jamais entendu parler d'un Jean-Pierre dans notre lignée, encore moins d'un pacte. Mon père avait toujours dit que notre famille venait de Savoie et s'était installée à Lyon pendant la Renaissance pour le commerce de la soie, avant de migrer vers Paris au début du XXe siècle. Mais il n'a jamais mentionné de malédiction ou de pacte. Dans la même vidéo, mon père a sorti de sa poche un petit médaillon en argent. Il semblait ancien et portait des gravures que je ne pouvais pas distinguer sur l'enregistrement. Il le serra fermement dans sa main fermée et commença à réciter. Par le sang qui coule dans mes veines, par le nom que je porte, par la promesse faite par mes ancêtres, je te maintiens prisonnier. Pas à travers mon fils, pas à travers Antoine. La lignée s'arrête avec moi. Quand il a eu fini, il a de nouveau rangé le médaillon sous le matelas et a quitté la pièce. L'enregistrement a continué à montrer la chambre vide pendant quelques minutes, jusqu'à ce que quelque chose bouge. Ce n'était qu'une ombre, rapide et indistincte, mais je suis sûr de ce que j'ai vu. Une tache sombre a glissé sur le mur en face du lit, comme si c'était une personne mais sans forme définie. J'ai immédiatement fermé l'ordinateur portable, sentant une sueur froide couler dans mon dos. J'ai regardé autour de ma chambre, soudain conscient des ombres dans les coins, du silence de la vieille maison. Étais-je en train de devenir paranoïaque? Ou y avait-il vraiment quelque chose de surnaturel qui se passait? J'ai passé les nuits suivantes à revoir les vidéos, essayant de trouver une explication rationnelle. J'ai fait des recherches, en ligne sur l'histoire de ma famille, sur des rituels catholiques non orthodoxes, sur le nom de Jean-Pierre Mercier. J'ai trouvé quelques références à un marchand de soie qui s'était établi à Lyon au XVIe siècle et avait fait fortune, mais rien sur des pactes ou des malédictions. Un de mes jours de congé, je suis allé chez ma grand-mère paternelle, à Vincennes. Grand-mère Geneviève avait 92 ans et sa mémoire lui faisait souvent défaut, mais peut-être qu'elle savait quelque chose sur cette histoire de famille que mon père gardait secrète. Elle m'a accueilli avec joie, m'offrant un 4 quarts et un café. Nous avons parlé de choses et d'autres pendant un moment, jusqu'à ce que je mentionne nonchalamment le nom de Jean-Pierre Mercier. Son sourire a disparu instantanément. Ses yeux, normalement doux, sont devenus durs comme de la pierre. « Où as-tu entendu ce nom ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « J'ai trouvé ça dans des recherches sur notre famille. » Ai-je menti? C'était un de nos ancêtres, n'est-ce pas? Grand-mère Geneviève a regardé de chaque côté, comme pour vérifier si quelqu'un écoutait, bien que nous soyons seuls dans la maison. Puis, elle m'a pris la main, avec une force surprenante pour quelqu'un de son âge. « Ne répète jamais, jamais ce nom à voix haute, » a-t-elle murmuré. « Certaines choses du passé doivent rester enterrées, Antoine. Ton père fait ce qu'il peut pour vous protéger. N'interfère pas. » J'ai essayé de la faire parler davantage, mais elle a refusé. Elle a changé de sujet, faisant comme si la conversation n'avait jamais eu lieu. Je suis parti de chez elle plus confus que jamais, mais avec une certitude. Quoi qu'il se passe, c'était réel, et cela affectait ma famille depuis des générations. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai pris une décision. Je devais affronter mon père. Je devais connaître la vérité, aussi effrayante soit-elle. Pendant des jours, j'ai répété mentalement comment j'aborderais mon père. Je voulais paraître calme, rationnel, exactement comme il m'avait toujours appris à l'être. Mais comment entamer une conversation sur des rituels secrets et des malédictions familiales sans passer pour un fou? L'occasion s'est présentée, un mardi. Ma mère était partie rendre visite à ma tante Claire à Reims et ne devait revenir que le lendemain. Bérénice était toujours à Bordeaux, occupée par son internat à la faculté de médecine. Il n'y aurait que mon père et moi, à la maison, sans interruption. J'ai préparé le dîner, une simple blanquette de veau son plat préféré, et j'ai ouvert une bouteille de Bourgogne qui était gardée pour les occasions spéciales. Quand il est rentré de l'université, il a semblé surpris par la scène. « Qu'est-ce qu'on fait ?» a-t-il demandé en accrochant son manteau au porte-manteau de l'entrée. « Rien de spécial », ai-je répondu nonchalamment. Je me suis juste dit que ce serait bien de dîner ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté, juste nous deux. Il a souri, mais j'ai remarqué une ombre de méfiance dans ses yeux. Mon père avait toujours été perspicace. Il avait
probablement senti qu'il y avait quelque chose de plus derrière ce dîner improvisé. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine et avons mangé en silence pendant quelques minutes. J'ai parlé du travail, d'un projet de restauration d'un hôtel particulier dans le Marais qui me donnait du fil à retordre. Il a commenté ses étudiants, un article qu'il écrivait pour une revue académique, conversation normale, quotidienne. Mais mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, sachant ce qui allait suivre. Après le deuxième verre de vin, j'ai pris une profonde inspiration et je me suis lancé. J'ai trouvé une caméra cachée dans la chambre d'amis, ai-je dit, observant attentivement sa réaction. Pendant un instant, son visage était resté impassible, trop immobile. Puis, lentement, il a posé sa fourchette. Ses doigts ont serré le couvert si fort que ses jointures sont devenues blanches. « Où est-elle » a-t-il demandé, la voix contrôlée mais tendue. « J'ai déjà vu les enregistrements. » Ai-je répondu, sans répondre directement à sa question. Un lourd silence s'est abattu sur la cuisine. Seul le tic-tac de l'horloge murale et le bourdonnement lointain du réfrigérateur remplissaient le vide. Mon père a fermé les yeux un instant, comme s'il se préparait à quelque chose d'inévitable. Quand il a finalement parlé, sa voix était chargée d'une profonde fatigue, comme s'il avait vieilli de 10 ans à ce moment-là. J'ai fait ça pour protéger notre famille. J'ai attendu qu'il continue, qu'il explique de quoi exactement il nous protégeait. Mais il s'est contenté de me fixer, le visage un masque d'épuisement et de résignation. « De quoi, papa » ai-je insisté. « J'ai vu les vidéos. Je t'ai vu faire des rituels. Parler de malédiction, de quelqu'un qui essaie de m'atteindre. Qu'est-ce qui se passe » Il s'est levé brusquement et s'est dirigé vers la fenêtre de la cuisine. Il m'a tourné le dos regardant le jardin sombre. « Tu n'aurais pas dû voir ça » a-t-il murmuré. « Personne n'aurait dû. » « Mais je l'ai vu, » ai-je insisté. « Et maintenant je dois savoir la vérité. Qui est Jean-Pierre Mercier? Quel pacte a-t-il fait à Lyon? Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi ?» Mon père s'est retourné, les yeux écarquillés. « Tu as fait des recherches sur lui ?» a-t-il demandé alarmé. « Tu as prononcé son nom à voix haute ?» Je suis allé voir grand-mère Geneviève, ai-je admis. Je lui ai mentionné le nom. Elle a eu peur. Elle a dit que certaines choses du passé devaient rester enterrées. Mon père s'est passé les mains sur le visage, dans un geste de pur désespoir. « Ta grand-mère a raison », a-t-il dit en revenant à table et en s'asseyant lourdement. « Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir, Antoine. Des choses qu'il vaut mieux ne pas déranger. Il est trop tard pour ça, ai-je argumenté. Je suis déjà impliqué. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe dans ma propre maison, dans ma propre famille. » Il m'a étudié pendant un long moment, comme s'il prenait une décision cruciale. Puis avec un profond soupir, il a commencé à parler. Jean-Pierre Mercier était mon arrière-arrière-arrière-grand-père, un marchand de Chambéry qui est venu en France pendant la Renaissance. Il était ambitieux, avide. À Lyon, il a entendu des légendes sur une ancienne entité qui habitait les collines de la Croix-Rousse. Une entité que les Canutes craignaient, plus que leur maître. On disait qu'elle pouvait accorder richesse et pouvoir en échange de dévotion. Mon père a fait une pause, buvant une grande gorgée de vin avant de continuer. Jean-Pierre a fait un pacte avec cette entité. Il a offert sa dévotion, son sang et en échange a reçu la prospérité. Il est devenu l'un des hommes les plus riches de la ville. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que le pacte n'était pas seulement pour lui. Il était pour toute sa lignée masculine. Quand il est mort, l'entité a commencé à exiger la dévotion de son fils, puis du fils de son fils, et ainsi de suite. Quel genre de dévotion? Ai-je demandé, sentant un frisson. Des rituels, des prières, des offrandes. L'entité se nourrit de notre énergie vitale, de notre force, et en échange, elle maintient sa protection sur la famille. Ceux qui ont refusé le pacte n'ont pas eu de fin paisible. J'ai pensé aux médaillons que j'avais vus dans les vidéos, aux prières étranges, aux objets que mon père cachait sous le lit. Et ce médaillon en argent, mon père a écarquillé les yeux, surpris que je sois au courant de ça aussi. C'est le lien physique avec l'entité, ont-t-il expliqué. Il a été donné à Jean-Pierre comme symbole du pacte. Il contient quelque chose de lui. Tant que le médaillon existe et est gardé par les descendants, le pacte continue. S'il est détruit, qu'est-ce qui se passe?
Personne ne le sait avec certitude. Mon oncle Auguste, le frère de mon père, a essayé de le détruire. Dans les années 70, on l'a retrouvé dans son appartement à Nice complètement. Mon père s'est arrêté comme si les mots étaient coincés dans sa gorge. Complètement quoi? Ai-je insisté. Desséché, a-t-il murmuré. Comme si quelque chose avait aspiré toute sa vie. Les médecins n'ont pas pu l'expliquer. Après ça, mon père a redoublé les rituels, craignant pour la famille. Quand il est mort, la responsabilité m'est revenue. J'ai regardé mon père essayant de concilier l'homme rationnel que je connaissais avec cette histoire fantastique. C'était difficile à croire. Mais les images des vidéos, la terreur authentique dans ses yeux, alors qu'il accomplissait ses rituels, la réaction de ma grand-mère, tout indiquait que, aussi absurde que cela puisse paraître, il y croyait profondément. « Pourquoi la caméra ?» ai-je demandé. « Pourquoi enregistrer les rituels ?»« Ce n'est pas moi qui ai installé la caméra, » a-t-il répondu, me surprenant. « C'est ton grand-père, mon père. Il croyait que si quelque chose lui arrivait, le prochain gardien, moi, aurait besoin de savoir exactement comment accomplir les rituels. Et si quelque chose m'arrivait avant que je puisse t'enseigner... » « Attends, l'ai-je interrompu, sentant mon sang se glacer dans mes veines. Tu es en train de dire que ça va me revenir? Que je devrais continuer ces rituels? Mon père a baissé les yeux, incapable de me regarder en face. C'est pour ça que je ne t'ai jamais rien dit. Je ne voulais pas de ce fardeau pour toi. J'ai essayé de trouver un moyen de briser le pacte, de libérer notre famille. Ces dernières années, j'ai découvert des textes anciens, consulté des gens qui connaissent ces sujets. Je pensais être proche d'une solution. Quelle solution? Un rituel de rupture. Quelque chose qui pourrait libérer notre lignée du pacte sans déclencher la colère de l'entité. Mais c'est dangereux, Antoine. Très dangereux. Nous sommes restés silencieux un moment, chacun perdu dans ses propres pensées. L'histoire était fantastique. On aurait dit le scénario d'un film d'horreur. Mais la peur dans les yeux de mon père était réelle. Et quelque chose en moi, peut-être le même sang mercier qui coulait dans ses veines, me disait que ce n'était pas un délire ou une superstition. « Je dois voir le médaillon », ai-je finalement dit. Mon père a hésité, puis a hoché lentement la tête. « Allons dans la chambre d'amis », a-t-il dit en se levant de table. « Mais je veux que tu comprennes une chose avant. Une fois que tu auras vu le médaillon, une fois que tu l'auras touché, il n'y aura pas de retour, en arrière. Tu feras partie de tout ça, partie du pacte. L'entité sera pour toi, elle sentira ta présence. Es-tu sûr de vouloir continuer? » J'ai regardé dans ses yeux, les yeux fatigués d'un homme qui a porté un terrible secret toute sa vie. Un secret qui menaçait maintenant de retomber sur moi. « J'en suis sûr, » ai-je répondu, même si mon estomac se tordait de peur. Je ne peux pas vivre dans l'ignorance en sachant que quelque chose comme ça existe dans ma famille. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de voir de mes propres yeux. Mon père a hoché la tête, résigné, et ensemble, nous avons monté les escaliers en direction de la chambre d'amis, en direction d'un secret de famille qui était sur le point de changer ma vie pour toujours. La chambre d'amis semblait différente maintenant que j'en connaissais le secret. Les ombres dans les coins paraissaient plus profondes, l'air plus lourd. Mon père s'est approché du lit et, sans hésitation, a soulevé le matelas. Dans l'espace entre les lattes du lit, il y avait une boîte en bois sombre, gravée, de symboles qui semblaient être un mélange de croix catholique et de quelque chose de plus ancien, de plus primitif. Cette boîte a appartenu à Jean-Pierre, a expliqué mon père en la prenant avec précaution. Elle est en noyer du Dauphiné, consacrée par un rebouteux du Vieux-Lyon, comme on appelait le quartier à l'époque. Il a posé la boîte sur la commode et a sorti une petite clé qu'il portait sur une chaîne cachée sous sa chemise. Le loquet de la boîte s'est ouvert avec un déclic métallique. À l'intérieur, sur un tissu de velours rouge délavé, se trouvait le médaillon. Il était plus grand que ce que j'imaginais. De la taille d'une pièce de 2 €. De l'argent ancien, noirci par le temps, avec des gravures complexes qui semblaient changer subtilement selon la façon dont la lumière tombait dessus. Au centre, il y avait une figure que je n'ai pas pu déchiffrer complètement. On aurait dit un visage mais déformé comme s'il était en mouvement constant sous le métal. « Je peux » ai-je demandé en tendant la main.
Mon père a hésité puis a hoché la tête. Souviens-toi de ce que j'ai dit, une fois que tu l'auras touché. Je sais, ai-je répondu, et j'ai pris le médaillon. Le métal était froid, beaucoup, plus froid qu'il n'aurait dû l'être par une chaude nuit de juin. Un étrange picotement a parcouru mon bras, comme de petites aiguilles électriques sous la peau. Pendant un instant, j'ai eu la nette sensation que le médaillon était conscient de moi, que quelque chose à l'intérieur m'observait, m'évaluait. « Tu le sens, n'est-ce pas ?» a demandé mon père en observant ma réaction. C'est comme ça que ça commence. La connexion. J'ai rapidement reposé le médaillon dans la boîte, perturbé par la sensation. Mon père l'a refermé et l'a reverrouillé. « Maintenant, je dois te raconter toute l'histoire, » a-t-il dit en remettant la boîte sous le matelas. « Assieds-toi, la nuit va être longue. » Nous nous sommes assis sur les chaises près de la fenêtre de la chambre. Dehors, la nuit parisienne pulsait de lumières lointaines, de sirènes occasionnelles, du rugissement constant de la ville qui ne dort jamais complètement. Ici, à l'intérieur, nous étions sur le point de plonger dans une histoire plus ancienne que le béton et l'asphalte qui nous entouraient. Jean-Pierre Mercier n'était pas un homme ordinaire, a commencé mon père. Il venait d'une famille pauvre de Chambéry, déterminé à faire fortune à Lyon. Quand il est arrivé en 1582, le commerce de la soie était florissant mais très compétitif. Beaucoup rentraient chez eux déçus, mais Jean-Pierre était obstiné. Mon père s'est levé et s'est dirigé vers l'étagère, retirant un vieux livre relié en cuir que j'ai reconnu des vidéos. C'est son journal, a-t-il expliqué, en l'ouvrant avec précaution. Les pages étaient jaunies, la calligraphie élaborée et difficile à déchiffrer. Il décrit comment il a entendu des histoires sur une entité dans les collines, un être que les gens du peuple évitaient et que les occultistes craignaient. Les Lyonnais l'appelaient « le Seigneur des Ténèbres », mais il avait d'autres noms dans d'autres langues. Mon père a tourné quelques pages et m'a montré un dessin. Une figure noire avec des yeux qui ressemblaient à des trous vides sur le papier, entourés de symboles semblables à ceux gravés sur la boîte en bois. Jean-Pierre était désespéré. Il avait dépensé tout son argent en métiers à tisser et en matières premières, sans réussir à percer. C'est alors qu'il a décidé de chercher cet être, de lui faire une offrande. Le journal décrit le rituel qu'il a accompli dans une traboule près de Fourvière, en utilisant du sang d'animaux et son propre sang. Mon père a fait une pause, refermant le livre. Le pacte était simple. La prospérité pour Jean-Pierre et ses descendants en échange de dévotion. Le Seigneur des Ténèbres lui a donné le médaillon comme symbole de l'accord. 3 jours plus tard, un des apprentis de Jean-Pierre a découvert une nouvelle technique de tissage qui a révolutionné son art. En 1 an, il est devenu l'un des marchands les plus riches de la ville. « Et le prix ?» ai-je demandé. « Des rituels hebdomadaires, des prières spécifiques, des offrandes de sang, animales la plupart du temps. Le médaillon devait être nourri, comme il l'écrivait. Mais ce que Jean-Pierre n'a pas compris, c'était la nature du pacte. Ce n'était pas seulement pour sa vie, c'était perpétuel, passant au premier-né de chaque génération. Quand il est mort, son fils a commencé à faire des cauchemars terribles. Il rêvait de la même figure du journal, exigeant qu'il continue les rituels. Et s'il refusait? Jean-Pierre fils a essayé. Pendant 6 mois, il a ignoré les rêves, a caché le médaillon. Puis sa femme enceinte a commencé à dépérir sans explication médicale. Elle n'a guéri que lorsqu'il a repris les rituels. Il a alors compris qu'il était piégé. Le schéma s'est répété pendant des générations, a expliqué mon père. Certains ont accepté le fardeau à contre-cœur, d'autres ont essayé de s'échapper. Mon arrière-grand-père, Antoine Mercier, a déménagé à Paris, essayant de laisser le passé à Lyon, mais les cauchemars l'ont suivi. Son jeune frère, qui se moquait de la superstition familiale, est mort dans un incendie inexplicable. Mon grand-père, ton arrière-grand-père Gérard, a été le premier à documenter systématiquement les rituels, a poursuivi mon père. Il était professeur d'histoire comme moi et a tenté de trouver une explication académique, rationnelle, à ce qui nous arrivait. Il a étudié les religions païennes, les rituels celtiques, l'occultisme européen. Il est arrivé à la conclusion que ce que nous appelons le Seigneur des Ténèbres
est une entité ancienne qui existait en France bien avant les Romains, quelque chose que les tribus gauloises connaissaient déjà et évitaient. Et cette entité existe toujours? Elle est toujours liée au médaillon? Oui, répondit mon père d'une voix grave. Elle s'est plus faible maintenant, le temps et la distance de Lyon ont un peu dilué son influence. Mais elle est toujours là, et elle exige toujours son tribut. Une question m'est venue à l'esprit, quelque chose que je n'avais jamais considéré auparavant. Et notre prospérité, l'autre côté du pacte, notre famille est aisée, mais nous ne sommes pas exactement riches. Mon père a souri tristement. Chaque génération a interprété la prospérité de manière différente. Jean-Pierre voulait de la soie et de l'or. Son fils voulait le pouvoir politique. Mon grand-père voulait la connaissance. Et moi, il a hésité. J'ai demandé la protection pour toi et ta sœur. Que vous ayez des vies longues et saines. J'ai senti un nœud dans ma gorge. L'idée que mon père ait passé des décennies à accomplir des rituels secrets, à faire face à quelque chose de potentiellement dangereux, tout ça pour me protéger, était bouleversante. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Ai-je demandé, la voix étranglée. Pourquoi porter ce fardeau seul? Je voulais que tu aies une vie normale, Antoine. Que tu ne grandisses pas avec cette peur, cette responsabilité. Ta mère et moi avons décidé que nous ne te le dirions que si c'était absolument nécessaire. Et franchement, j'espérais trouver une solution avant ça. La solution dont tu as parlé avant? Le rituel de rupture? Oui. Ces dernières années, j'ai fait des recherches intensives. J'ai contacté des experts. Discrètement, bien sûr. Un professeur d'anthropologie à l'ES qui étudie les religions populaires. Un prêtre italien spécialisé dans les cas de possession. Une vieille dame en Bretagne qui est descendante de druides qui vivaient à l'époque de Jean-Pierre. Et ils t'ont cru? Ai-je demandé, sceptique. Je n'ai raconté toute l'histoire à personne, juste des fragments, présentés comme une recherche académique ou une curiosité historique. Mais j'ai réussi à obtenir des informations précieuses. Et finalement, il y a environ 1 an, j'ai trouvé quelque chose de prometteur. Mon père a pris un dossier qui était caché derrière les livres sur l'étagère. À l'intérieur, il y avait des photocopies de documents anciens, des notes de sa calligraphie méticuleuse et des dessins similaires à ceux du journal de Jean-Pierre. Un rituel de libération, a-t-il expliqué. Quelque chose qui pourrait rompre le lien avec l'entité sans déclencher sa colère. Mais c'est risqué, très risqué. Et ça exige un sacrifice. Quel genre de sacrifice, ai-je demandé, alarmé. Mon père a détourné le regard. Le porteur actuel du médaillon doit offrir quelque chose de valeur équivalente à la prospérité reçue. Dans mon cas, eh bien c'est compliqué, et c'est pour ça que j'ai hésité. Avant que je puisse en demander plus, un bruit à la fenêtre nous a fait sursauter. Une branche frappant la vitre, juste ça. Mais le visage de mon père était tendu, vigilant. Il sait que nous en parlons, dit-il doucement, il sait toujours. À ce moment-là, en regardant le visage inquiet de mon père, les ombres qui semblèrent bouger subtilement dans les coins de la pièce, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Le monde normal, rationnel, ordonné que je connaissais, venait de gagner une couche plus profonde, plus ancienne et beaucoup plus effrayante. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé dans mon lit, regardant le plafond, repassant tout ce que mon père m'avait raconté. Une partie de moi, la partie rationnelle, sceptique, élevée avec des livres de science et des documentaires d'Arte, insistait sur le fait que c'était absurde. Des malédictions familiales, des entités surnaturelles, des médaillons magiques. C'était le scénario d'un film d'horreur de série B, pas quelque chose qui arrivait à de vraies familles à Paris au XXIe siècle. Mais une autre partie, de moi, une partie plus profonde et instinctive, savait que c'était vrai. La terreur dans les yeux de mon père était authentique. La froideur surnaturelle du médaillon contre ma peau avait été réelle, et cette sensation inquiétante d'être observé, évalué par quelque chose d'invisible, ce n'était pas de l'imagination. Finalement, vers 4 heures du matin, je suis tombé dans un sommeil agité. J'ai rêvé d'une crypte sombre sous les collines de Lyon. Un homme qui me ressemblait vaguement, mais vêtu de vêtements du XVIe siècle,
agenouillé devant une obscurité qui semblait plus profonde que la nuit elle-même. De l'obscurité, des yeux sans paupières observaient. Une voix sans son promettait richesses et pouvoir. Et du sang. L'homme se coupant la paume, laissant des gouttes tomber sur un médaillon en argent fraîchement forgé. Je me suis réveillé en sursaut au son de mon téléphone portable. C'était le réveil, 7h30. Je devais me préparer pour le travail, affronter une autre journée normale au cabinet d'architecture, comme si le monde n'avait pas basculé la nuit précédente. Dans la salle de bain, en me brossant les dents, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans le miroir. Pendant un instant, il m'a semblé qu'il y avait quelqu'un derrière moi, juste une ombre à la périphérie de ma vision. Je me suis retourné rapidement, mais la salle de bain était vide. Je me suis de nouveau regardé dans le miroir et j'ai failli laisser tomber ma brosse à dents. Mes yeux, pendant une seconde, ils ont semblé différents, plus sombres, plus anciens. C'est juste la fatigue, me suis-je murmuré. Juste le stress et le manque de sommeil. Au petit déjeuner, mon père a agi avec une normalité surprenante, commentant les embouteillages et la météo, comme si nous n'avions pas passé des heures à discuter de pactes démoniaques la nuit précédente. C'est seulement au moment où je partais qu'il a posé sa main sur mon épaule et a dit à voix basse « Fais attention aujourd'hui, sois attentif au changement. Et rentre directement à la maison après le travail. Nous devons continuer notre conversation. » Dans le métro, sur la ligne 1 bondée, je me suis senti claustrophobe. Les gens pressés les uns contre les autres, le bruit, la chaleur, tout semblait amplifié, insupportable. Et il y avait autre chose. La sensation que quelqu'un me regardait fixement. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai vu que des visages fatigués de Parisiens se rendant au travail, tous évitant le contact visuel, comme d'habitude. Au bureau, j'ai eu du mal à me concentrer. Je travaillais sur le projet de restauration de l'hôtel particulier du Marais, un bel exemple d'architecture du début du XVIIe siècle. Normalement, je me perdais dans ces détails, dans l'histoire du bâtiment, dans les défis de préserver son essence tout en le modernisant. Aujourd'hui, cependant, les lignes sur AutoCAD semblèrent bouger toutes seules. Les ombres dans les coins de la pièce semblaient plus profondes que la normale. Pendant le déjeuner avec des collègues dans un restaurant près de la rue de Rivoli, l'un d'eux a commenté « Ça va Antoine? Tu as l'air pâle. » « Juste une mauvaise nuit, » ai-je répondu automatiquement. « Tes yeux sont un peu étranges, » a-t-il insisté en fronçant les sourcils. J'ai pris mon téléphone et j'ai utilisé la caméra frontale comme miroir. Mes yeux semblaient normaux maintenant, mais il y avait des cernes profonds qui n'étaient pas là le matin. L'après-midi, les choses ont empiré. Des points froids dans le bureau, comme si je traversais des poches d'air glacé. L'ordinateur, qui se bloquait sans explication, des fichiers se corrompant mystérieusement. Et le plus troublant, quand je suis allé aux toilettes et que je me suis lavé les mains, l'eau dans le lavabo a semblé, pendant un instant, noire comme de l'encre. J'ai cligné des yeux, et c'était de l'eau normale à nouveau. Je suis parti, plus tôt, incapable de continuer à feindre la normalité. Dans le métro du retour, assis seul dans la dernière voiture, j'ai eu la nette impression que quelqu'un s'était assis à côté de moi, bien que le siège soit vide. Une présence froide, lourde, qui sentait la terre humide et le métal. À la maison, j'ai trouvé mon père dans son bureau, entouré de livres anciens. Il m'a regardé avec inquiétude. « Il s'est passé quelque chose aujourd'hui, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé sans préambule. Je lui ai raconté les sensations, les anomalies, les ombres. Il a hoché la tête gravement. Ça a commencé plus vite que je ne le craignais. Le médaillon, il t'a reconnu comme le prochain dans la lignée, et il est curieux à ton sujet. Lui? Le Seigneur des Ténèbres, l'entité, il essaie de se familiariser avec toi, de comprendre quel genre de personne tu es, ce que tu apprécies, ce que tu crains. Un frisson m'a parcouru l'échine. Que puis-je faire? Pour l'instant, reste près de moi. Ne reste pas seul, surtout la nuit. Et n'essaie pas de nier ce qui se passe, ça ne fait que le renforcer. Les semaines suivantes, les événements se sont poursuivis, augmentant progressivement en intensité.
Les points froids dans la maison sont devenus plus fréquents. Des objets changèrent de place quand personne ne regardait. Le son de pas dans les escaliers pendant la nuit, alors que tout le monde était au lit. Ma mère est revenue de Reims, et j'ai réalisé qu'elle en savait beaucoup plus qu'elle ne le laissait paraître. Elle évitait certaines pièces de la maison, principalement la chambre d'amis. Elle gardait des crucifix discrets dans presque toutes les pièces. Et occasionnellement, quand elle pensait que personne ne regardait, elle faisait des gestes de protection, pas seulement le signe de croix catholique, mais d'autres mouvements qui semblaient plus anciens, peut-être appris de sa grand-mère bretonne. Une nuit, je me suis réveillé avec soif et je suis descendu à la cuisine pour boire de l'eau. Dans le couloir sombre, j'ai vu une silhouette. Pendant un moment terrifiant, j'ai pensé que c'était l'entité, la forme sombre de mes cauchemars. Mais c'était ma mère, debout, immobile, regardant le mur comme si elle y voyait quelque chose que je ne pouvais pas voir. « Maman ?» ai-je appelé doucement. Elle s'est retournée, surprise. Ses yeux étaient écarquillés, vigilants. « Antoine ?» a-t-elle murmuré. « Retourne te coucher. Ne traîne pas dans la maison là. Nuit. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle a hésité, puis a répondu à voix basse. « Je surveille. Il est plus actif ces derniers temps, plus agité. Tu arrives à le voir ? Pas exactement. Mais je peux sentir quand est proche. Ma grand-mère m'a appris comment. Le lendemain, il s'est produit quelque chose que je ne pouvais plus rationaliser ou ignorer. J'étais dans ma chambre travaillant sur quelques croquis pour le projet de l'hôtel particulier, quand j'ai entendu un son étrange venant du mur, comme des ongles grattant lentement le plâtre. Je me suis approché, curieux et appréhensif. Pendant que j'observais, des éraflures ont commencé à apparaître sur le papier peint, formant lentement un symbole. Le même symbole que j'avais vu sur le crucifix étrange que mon père cachait sous le lit de la chambre d'amis. J'ai couru, appelé mon père. Quand nous sommes revenus, le symbole était complet. Une spirale entourée de lignes qui ressemblaient à des rayons, et au centre, quelque chose qui rappelait un œil. « C'est sa marque ?» a expliqué mon père, la voix tremblante. « Il te revendique. » Cette nuit-là, il m'a de nouveau emmené dans la chambre d'amis. Il a retiré la boîte en bois de sous le matelas et l'a ouverte. Le médaillon semblait pulser doucement dans l'obscurité, émettant une faible lueur qui n'était réfléchie par aucune source de lumière visible. « C'est ce qui nous lie à lui », a dit mon père en prenant le médaillon. Et ça s'affaiblit. Il m'a expliqué que les rituels ne fonctionnaient plus comme avant, que quelque chose avait changé au moment où j'ai découvert la caméra, comme si le secret ne voulait plus rester caché. « Je pense qu'il est temps », a-t-il finalement dit, « temps d'essayer le rituel de rupture, avant qu'il ne devienne plus fort, avant qu'il ne se rapproche plus de toi. Quel est le risque? Si nous échouons, si le rituel n'est pas complet ou est interrompu, il pourrait s'échapper complètement du médaillon. Et alors, rien ne l'empêcherait de se manifester pleinement dans notre monde. Et que se passerait-il alors? Mon père m'a regardé avec des yeux sombres. Le journal de Jean-Pierre mentionne que l'entité avait un autre nom parmi les Gaulois. Il l'appelait le dévoreur d'âmes. Je pense que ça répond à ta question. J'ai dégluti, sentant le poids de la décision. Quand est-ce qu'on fait ça? Ça doit être à la nouvelle lune, dans 3 jours. Je vais tout organiser. Trouver le matériel nécessaire. Ta mère emmènera Bérénice rendre visite à ta tante à Reims à nouveau. Moins il y a de monde dans la maison, mieux c'est. Quand j'ai quitté la chambre d'amis cette nuit-là, une sensation d'être suivi m'a accompagné jusqu'à ma propre chambre. J'ai verrouillé la porte, une précaution inutile contre quelque chose qui semblait pouvoir traverser les murs. Allongé, dans mon lit, regardant les ombres au plafond, j'étais absolument certain que nous n'étions plus seuls dans cette maison. L'entité était de plus en plus présente, de plus en plus attentive. C'était comme si le voile entre son monde et le nôtre s'amincissait d'heure en heure, et dans 3 jours, mon père et moi allions tenter de l'expulser pour toujours, ou risquer de la libérer complètement. Les 3 jours qui ont suivi ont été un cauchemar de préparatifs et de manifestations croissantes. Mon père a pris un congé de l'université, prétextant des problèmes de santé. J'ai pris quelques jours de congé au bureau, inventant une forte grippe. Nous devions nous concentrer totalement sur le rituel et, plus important encore,
Nous devions rester ensemble. La présence de l'entité devenait plus intense lorsque nous étions séparés. Ma mère est partie avec Bérénice pour Reims le lendemain matin. Avant de partir, elle m'a serré dans ses bras avec une force inhabituelle. « Fais confiance à ton père », a-t-elle murmuré. Il a fait des recherches là-dessus pendant des années. Si quelqu'un peut mettre fin à ça, c'est lui. Dans son regard, j'ai compris qu'elle n'était pas sûre de nous revoir. La possibilité d'un échec planait sur nous tous comme un nuage sombre. La maison n'étant qu'à nous, nous avons commencé les préparatifs. Mon père avait rassemblé des objets étranges et divers, du gros sel d'une saline spécifique de Guérande, des bougies faites à la main par une vieille dame à Carnac qui se disait descendante de druides, des herbes séchées qui sentirent la forêt profonde, un poignard ancien avec un manche en os qui avait appartenu à Jean-Pierre Mercier, lui-même et le plus troublant, un flacon de sang animal obtenu d'un abattoir près de Rungis. Le rituel doit refléter le pacte original, a-t-il expliqué alors que nous transformions la chambre d'amis en quelque chose qui ressemblait à un décor de film d'horreur. Jean-Pierre a utilisé du sang pour sceller l'accord. Nous avons besoin de sang pour le briser. Nous avons dessiné des symboles complexes sur le sol avec de la craie blanche et du charbon de bois. Nous avons positionné des bougies à des points spécifiques formant une étoile à 5 branches. Au centre, nous avons placé un bol en céramique fait à la main, où le médaillon reposerait pendant le rituel. Quand la nouvelle lune sera à son point le plus haut ce soir, nous commencerons, a dit mon père en consultant un vieil almanach. Le moment exact est 1h47 du matin. En attendant, la maison semblait de plus en plus vivante autour de nous. Des grincements inexplicables résonnaient dans les murs. L'air devenait alternativement glacial et étouffant. Les ampoules clignotaient sans raison. La télévision du salon s'est allumée toute seule 3 fois, toujours sur la même chaîne statique. « Il sait », ai-je commenté, observant nerveusement les ombres qui semblaient s'allonger dans les coins de la pièce. « Il sait ce que nous prévoyons ?» « Oui. » Mon père a hoché la tête gravement. « Et il fera tout pour nous en empêcher. » Vers 11 heures du soir, l'activité s'est intensifiée de façon spectaculaire. Des tableaux sont tombés des murs. Une chaise dans la cuisine s'est renversée toute seule. Une forte odeur de terre humide et de métal a envahi la maison. Et le plus alarmant, nous avons commencé à entendre des chuchotements, des mots incompréhensibles murmurés dans des coins vides. Mon père a pris le médaillon, qui semblait pulser plus fort maintenant, et l'a tenu fermement. « Ne le laisse pas t'affecter », a-t-il instruit. « Il va essayer de t'effrayer, de te confondre, même d'essayer de posséder l'un de nous s'il le peut. Garde ton esprit clair, concentre-toi sur l'objectif. » À minuit, nous avons préparé un repas simple, du pain et du vin comme dans la communion catholique, mais mon père a ajouté quelques gouttes d'un liquide sombre qu'il a tiré d'un vieux flacon. Pour renforcer notre esprit, a-t-il expliqué. Une recette que j'ai apprise d'un guérisseur en Auvergne. Nous avons mangé en silence, tandis que la maison semblait respirer autour de nous. De plus en plus, j'avais la sensation d'être observé par de nombreux yeux invisibles. Les ombres dans les coins semblaient avoir de la profondeur, comme si je pouvais y plonger et tomber pour toujours. À 1h30 du matin, nous sommes entrés dans la chambre d'amis. La température avait chuté de façon spectaculaire. Notre respiration formait des nuages de condensation dans l'air. Nous avons enfilé de simples tuniques de coton blanc que mon père avait préparées, chacune marquée de symboles de protection à l'encre rouge. Une fois que nous aurons commencé, nous ne pourrons pas nous arrêter, a-t-il averti en allumant les bougies une par une. Quoi qu'il arrive, quoi que nous voyions ou entendions, le rituel doit être achevé. J'ai hoché la tête, essayant de contrôler le tremblement de mes mains. Mon père a placé le médaillon dans le bol au centre du cercle de craie. Nous nous sommes positionnés l'un en face de l'autre, chacun à un point de l'étoile dessiné sur le sol. Il a commencé à réciter des mots en latin, mêlés à des termes en gaulois et ce qui semblait être du vieux français. Une invocation, qui mélangeait les traditions qui s'étaient rencontrées dans la France de la Renaissance. Tout comme le pacte lui-même avait été une terrible fusion de mondes. Les flammes des bougies ont grandi, devenant étrangement hautes et intenses. Le médaillon dans le bol a commencé à tourner lentement, comme s'il était dans l'eau, bien que le bol soit sec. Suivant les instructions de mon père, j'ai pris l'ancien poignard
et j'ai fait une petite coupure dans la paume de ma main. J'ai laissé quelques gouttes de sang tomber sur le médaillon. Mon père a fait de même. Notre sang, le sang des Mercier, a touché le métal et a semblé être absorbé par lui. Par le sang qui nous lie, par la douleur qui nous unit, nous brisons le pacte fait par Jean-Pierre Mercier. Avons-nous récité ensemble. C'est alors que la véritable horreur a commencé. Un vent surgit de nulle part à balayer la pièce, manquant d'éteindre les bougies. Les murs ont semblé onduler comme s'ils étaient liquides. Et une voix qui n'était pas humaine, qui semblait venir de partout et de nulle part, a commencé à parler dans une langue ancienne que, d'une manière ou d'une autre, nous pouvions comprendre. Vous m'invitez seulement pour m'expulser? Vous me nourrissez seulement pour me nier? La température a encore chuté. Ma respiration sortait en nuages denses de vapeur. Le médaillon dans le bol a commencé à briller d'une lumière maladive et verdâtre. « Continue, Antoine !» a crié mon père par-dessus le vent hurlant. « N'arrête pas, n'hésite pas !» Nous avons continué le rituel, versant du sel autour du bol, ajoutant les herbes qui ont commencé à brûler spontanément, libérant une fumée dense et aromatique. Nous avons récité les noms de tous les hommes Mercier qui avaient porté le fardeau du pacte, de Jean-Pierre à mon père. L'entité est devenue plus agressive. Des objets ont commencé à voler dans la pièce, des livres, des chaises, même la lourde commode en bois a lévité de quelques centimètres au-dessus du sol. Une force invisible m'a poussé, essayant de me faire sortir du cercle de protection, mais j'ai réussi à résister. Le visage de mon père était tendu de concentration alors qu'il continuait à réciter les mots rituels. Du sang a commencé à couler de son nez, mais il n'a pas arrêté. Ses yeux étaient fixés sur le médaillon, qui tournait maintenant furieusement dans le bol, émanant une lumière de plus en plus intense. Puis est venue la partie la plus difficile du rituel, le sacrifice. Charles Mercier, porteur actuel du pacte, a déclaré mon père d'une voix forte et claire « J'offre en sacrifice la protection que j'ai demandée pour mes enfants. Je retire le bouclier que j'ai placé sur eux afin qu'ils puissent affronter le monde par leur propre mérite, par leur propre force. C'est mon sacrifice, c'est mon offrande pour briser le pacte. » Un cri inhumain a résonné dans toute la maison, faisant trembler les fenêtres. Le médaillon a lévité au-dessus du bol, tournant de plus en plus vite, la lumière émanant de lui devenant presque insupportable à regarder. Antoine Mercier, mon père s'est tourné vers moi. Acceptes-tu de vivre sans la protection du pacte? Acceptes-tu d'affronter le monde en tant qu'homme mortel sans les bénédictions ou les malédictions de tes ancêtres? J'accepte, ai-je crié par-dessus le chaos. Alors c'est fait. Mon père a attrapé le médaillon en l'air, ignorant la chaleur qui a fait brûler sa peau. D'un mouvement rapide, il l'a frappé contre le bord du bol. Le métal ancien, qui avait résisté pendant des siècles, s'est brisé en deux avec un son aigu comme un cri. Une lumière aveuglante a explosé du médaillon brisé. La sensation a été celle d'une bombe qui explose, une onde de pression qui nous a projetés contre les murs. Pendant un instant, je l'ai vu, l'entité, le Seigneur des Ténèbres, le dévoreur d'âmes, une forme sombre, plus grande que la pièce, avec des yeux comme des puits sans fond et une bouche qui aurait pu engloutir des mondes. Pendant un instant terrible, j'ai cru que nous avions échoué, que nous l'avions complètement libéré. Mais ensuite, la lumière s'est transformée en un vortex, un tourbillon d'énergie qui semblait aspirer l'obscurité de la figure. L'entité a crié, un son qui a ébranlé les fondations de la maison. Et puis, avec une implosion silencieuse, tout a pris fin. Silence absolu. Les bougies éteintes. La pièce dans l'obscurité la plus totale. « Papa » ai-je appelé, ma voix tremblant. Un faible gémissement est venu de l'autre côté de la pièce. J'ai tâtonné dans le noir jusqu'à trouver mon téléphone portable tombé par terre et j'ai allumé la lampe de poche. Mon père était affalé contre le mur, pâle, épuisé, mais vivant. Dans sa main brûlée, les fragments du médaillon brisé. « On a réussi » ai-je demandé en l'aidant à s'asseoir. Il a hoché lentement la tête. « C'est fait. Le pacte est brisé. » Le lendemain matin, nous avons enterré les fragments du médaillon à des endroits séparés. Une partie au cimetière du Père-Lachaise, une autre dans le bois de Boulogne, et la troisième a été jetée dans la Seine. Mon père a insisté pour que nous les dispersions le plus possible, afin qu'ils ne puissent jamais être réunis.
Jour suivant, la maison a semblé plus légère, plus claire. Les ombres n'étaient de plus que des ombres. Il n'y avait plus de points froids, plus de chuchotements, plus de sensations oppressantes d'être observé. Ma mère et Bérénice sont revenues, et progressivement nous avons repris une apparence de normalité. Mais quelque chose en moi avait changé de façon permanente. J'avais vu au-delà du voile de la réalité ordinaire, j'avais affronté quelque chose d'ancien et de terrible. Le monde ne me semblerait plus jamais le même. Quelques nuits plus tard, j'ai trouvé mon père sur le balcon, regardant les étoiles. Les brûlures sur sa main cicatrisaient lentement. « Combien de temps penses-tu que ça va durer ?» ai-je demandé. Il a immédiatement compris ce que je voulais dire. « Je ne sais pas. Aucun mercier n'est allé aussi loin auparavant. Peut-être pour toujours. Peut-être seulement jusqu'à ce que quelqu'un trouve les fragments et les réunisse à nouveau. Ou peut-être... Peut-être quoi? Peut-être qu'il trouvera une autre famille désespérée, un autre Jean-Pierre prêt à faire un pacte pour la prospérité. Des entités comme celle-là, elles sont patientes. Elles ont tout le temps du monde. Nous sommes restés silencieux un moment, contemplant cette possibilité inquiétante. Je garde toujours la caméra, tu sais, ai-je finalement avoué, cachée dans mon tiroir, juste par précaution. Mon père a souri légèrement. Intelligent, je ferai de même. Nous avons regardé ensemble le ciel de Paris, partiellement obscurci par la pollution lumineuse, mais encore parsemé d'étoiles. Quelque part là-dehors, d'autres familles portaient leurs propres secrets, leurs propres malédictions. Et tandis que notre histoire particulière avait trouvé sa fin, je ne pouvais m'empêcher de me demander combien d'autres histoires similaires se déroulaient à ce moment précis sous le même ciel étoilé. Photo d'Opperville.